La vérité en face ce matin avec Yves Tréhard. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Cécile, directeur bonjour à tous, bonjour Benjamin. De la rédaction du Figaro, éditorialiste avec ce livre Une certaine idée de la France aux éditions du Rocher. Et merci d'être avec nous ce matin pour en parler effectivement. Alors Cécile le disait, des personnalités très différentes, 12 personnalités. Alors on a Alain Finkielkraut, on a Michel Vinocq aussi, Yves de Gaulle, Franz-Olivier Gisbert notamment. Déjà pour savoir un petit peu comment vous avez choisi un petit peu ces différentes personnalités, ces personnalités que vous avez interviewées sur la chaîne parlementaire. Alors en fait oui, tout est parti d'une série d'interviews qu'on m'a demandé sur la chaîne parlementaire et j'avais proposé ce thème. Une certaine idée de la France qui, comme vous le savez, est l'incipit des mémoires de guerre du général de Gaulle. Non seulement ça, mais c'est aussi une phrase, alors c'est pour ça que c'est en correspondance, en 1965, première élection au suffrage universel du président de la République, et de Gaulle est en ballottage. Personne ne pensait que de Gaulle serait en ballottage. Et du coup, on dit à de Gaulle, dans son entourage, notamment Pompidou, il faut que vous fassiez des interviews à la télé et tout. Alors entre les deux tours, ils improvisent, à l'époque c'était possible, et avec une chaîne de télévision, ils font des 3 émissions, rendez-vous compte, ils monopolisent le service public de l'audiovisuel. Ce serait impossible aujourd'hui. Face à lui, Michel Droit, qui choisit, parce qu'il l'avait vu du temps de la libération de Paris. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, d'accord. Et il avait gardé un bon souvenir de ce journaliste. Et donc, Michel Droit, quand même, et pas... Bon, l'émission était très contrôlée, très préparée, mais... il est très à l'aise et il est assez percutant, Michel Droit, et il dit Monsieur le Président de la République, aujourd'hui les Français sont très mécontents parce que ils estiment que vous occupez beaucoup de la France, mais pas des Français. C'est-à-dire que vous parlez de cette idée de la France, mais les fins de mois des Français, tout ça, vous ignorez. Et au fait, Monsieur le Président, c'est quoi une certaine idée de la France? Et là, il dit la France, c'est quelque chose de tout à fait valable. La France, c'est aussi les Français. La France, elle a un rôle à jouer dans le monde, enfin tout ça. Bon, alors je suis parti de là, je me suis dit, tiens, les circonstances font que, aujourd'hui, avec cette élection présidentielle, toutes ces interrogations sur ce qu'est notre pays, il faut faire quelque chose là-dessus. Donc je fais une série d'entretiens, et j'ai voulu que ne soient pas là devant moi que des universitaires, des historiens, parce que sinon c'eût été assez peu surprenant. Donc là j'ai fait un panachage avec des gens, des gens jeunes, des gens plus âgés, des intellectuels, mais aussi ça peut être des hommes politiques, pas que, des acteurs. Des femmes, des hommes, des gens de gauche, des gens de droite. Donc vous avez Catherine Ney et Franz-Olivier Gisbert, vous avez Michel Vinocq et Yves de Gaulle, qui est le petit-fils du général. Vous avez Arlette Laguillet, oui, c'est vrai, 6 fois candidate à l'élection présidentielle, qui est la recordwoman des candidatures. Enfin, vous voyez, vous avez un panel qui est très... Et j'ai continué, du coup, parce que là, il y en a 12, mais on m'a demandé de continuer. Et depuis, j'ai eu Pierre Arditi, Haïm Corsia, Barbara Cassin, enfin bon, j'ai Jean-Christophe Ruffin, l'écrivain. Vous voyez, je continue sur cette lancée. Il y a des moments riches, des moments forts en émotion, peut-être justement sur certains de ces échanges que vous avez eus avec ces personnalités. Lequel vous a le plus marqué finalement? Ou laquelle? Alors, les jeunes m'ont beaucoup marqué. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans un pays où l'ambiance est quand même à la déprime, au déprimisme, tout va mal, tout est cassé, ça va bientôt être la guerre civile, enfin, j'exagère à peine, je grossis le trait, mais j'exagère à peine. Et les jeunes que j'ai interviewés, j'en ai interviewé quelques-uns qui sont même pas trentenaires au moment où je les ai interviewés. Je pense à Eugénie Bastier, par exemple, que vous connaissez sur cette antenne, parce que je sais qu'elle y vient. David Jayes, qui lui est plutôt à gauche, alors qu'elle est plutôt à droite. Et ce sont des gens qui sont plein d'optimisme pour notre pays. Vous voyez, Eugénie Bastier, dont on dit qu'elle est conservatrice et tout, eh ben, elle dit, moi je suis extrêmement fier de ce pays. Pourquoi? Parce que c'est un pays où on peut encore débattre des idées, chacun peut se confronter, et il y a un esprit, dit-elle, dans ce pays de résistance face à ce qui, alors pour elle, est le pire des outrages à la culture française, c'est-à-dire, vous savez, le wokisme et la cancel culture, où c'est-à-dire on revisite l'histoire, on refait le monde en balayant ce qui est gênant. Et donc elle dit, bon bah voilà, on est quand même dans un pays qui est encore en éveil, quoi. Et ça c'est bien. Est-ce qu'il y a un lieu commun? Alors il y a des choses qui les séparent, mais
est-ce que c'est cette fierté de la France, justement, le lieu commun de chacun? Oui. Alors, il y a un amour immodéré de la France, heureusement d'ailleurs, et effectivement, il y a une fierté d'être singulier. En fait, c'est un pays qui est bouillonnant, qui va de révolution très protestataire, qui est un pays qui est constamment dans la protestation, mais un pays, ils sont très conscients et très lucides du fait que notre pays, en fait, il y a toujours le yin et le yang, il y a la gauche, la droite, les conservateurs, les révolutionnaires, on aime rien de plus que de dialoguer, enfin de s'empoigner dans les confrontations d'idées, et ils sont conscients de tout ça, mais ils disent quand même que c'est un superbe pays, et en plus, il y a une chose aussi, c'est que la France, ce n'est pas uniquement une idée, comme le disait le général de Gaulle, il en était conscient aussi lui-même. La France, elle procède de ses paysages, elle procède de cette variété, je dirais, de paysages qui existent entre la mer, la montagne, la plaine, enfin c'est vraiment, et ça forge quand même notre caractère. Mais est-ce que Benjamin, est-ce que cette contestation, elle grandit ou pas, ou est-ce qu'elle a toujours été là? Parce qu'on a l'impression, alors effectivement, il y a l'effet de loupe des réseaux sociaux et des nouveaux médias, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression ça gueule de plus en plus, non? Non, ça a toujours été le cas. On a toujours été un pays extrêmement remuant, bougeant, jamais trop sûr de lui-même non plus. Et ça, c'est une des particularités de la France quand même, c'est que ça râle beaucoup. On n'a pas souvent le moral non plus. La preuve, c'est que on est parmi les plus gros consommateurs de psychotropes au monde, ce qui est quand même dément. Et non, on a toujours été dans Parce qu'ils n'écoutent pas assez Sud Radio, c'est pour ça. Sans doute. Et je les invite à le faire. Mais on est quand même sur un volcan en permanence. Vous voyez, des sujets qu'on n'arrive jamais à régler. Vous parliez juste avant cette émission de la Corse. La Corse, ça fait quand même... On n'a jamais réussi à régler, une fois pour toutes, cette histoire avec la Corse. Arrive. Pourquoi? Et pourquoi? C'est une des particularités aussi. C'est qu'on est hyper centralisé. On n'aime pas les têtes qui dépassent. Vous savez, on est un pays qui a comme devise liberté, fraternité, égalité. Mais en fait, ce qui domine chez nous, c'est l'égalité. À tel point on vire dans l'égalitarisme, si vous voulez. On préfère l'égalité à la liberté, j'en suis persuadé. Il faut surtout pas qu'il y en ait qui soient... C'est ce qui permet aussi, par ailleurs, de se réconcilier de temps en temps aussi dans cette France, peut-être mouvementée quand même régulièrement. On pense à l'épisode des Gilets jaunes. Il y a des moments où il y a besoin de se réconcilier aussi. Ah bah oui. Alors l'épisode des Gilets jaunes, c'est vrai que ça, c'était un épisode assez sérieux, de violence, de rudesse, je dirais. De contestation. Et c'est dû à quoi, les Gilets jaunes? C'est dû en partie à ce sentiment d'inégalité justement qui prédominait dans la société. Oui, alors on arrive à se réconcilier. Normalement, la réconciliation, ça devrait être l'élection présidentielle. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, l'élection présidentielle ou les élections en général, parce que c'est le moment du choix, c'est le moment du débat. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a pas beaucoup de débats à cause de l'environnement international, à cause de la crise sanitaire qui nous empêchait de débattre. Mais normalement, là, eh bien, on se retrouve pour une élection. Et qu'on le veuille ou non, le fait majoritaire, eh bien, s'impose à tout le monde. Ce qui est gênant, et c'est ce qu'il faut regarder de très près, et là, on va regarder très près pendant cette élection présidentielle, c'est l'abstention. Moins les gens participent, et plus dangereux c'est. Et c'est une grosse incertitude sur cette élection. On parlera de l'élection dans quelques instants, juste après la pub. Juste un petit mot. Est-ce qu'il faut que la France... alors même si De Gaulle détestait les mots en isme, vous le dites, son petit-fils le dit, Yves de Gaulle le dit, mais est-ce qu'il faut aller vers l'universalisme ? S'ouvrir en tout cas. Oui, je pense qu'on est, de toute manière, on est un peuple à vocation universelle. C'est une des particularités aussi de notre... Alors, le problème, c'est que parfois, ça a des caractères et des relents, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, ou ceux qui nous côtoient, ça a des relents néocolonisateurs, d'une certaine façon, puisqu'on veut imposer notre modèle. Mais cela dit, moi, je ne connais pas de modèle plus beau que cette devise, justement, la liberté pour tout le monde, de choix, l'égalité, c'est-à-dire ce qui ne veut pas dire l'égalitarisme, mais c'est l'égalité des chances, et puis la fraternité, c'est-à-dire une forme de solidarité qui est qu'on constate d'ailleurs actuellement dans le cas du conflit ukrainien. Absolument.
Et restez avec nous, 0826 300 300, vous avez des questions à poser à Yves Tréhard, hein, comme nous, on a beaucoup de choses à lui dire. 0826 300 300, ça s'appelle Une certaine idée de la France aux éditions du Rocher. À tout de suite. La vérité en face, cette France avec une certaine idée de la France. Yves Tréhard est avec nous pour ce livre aux éditions du Rocher. Et on continue d'en parler. Alors cette idée de la France, référence bien sûr au général de Gaulle, à cette idée de la France. C'est vrai que sur les différentes élections présidentielles, les élections passées, on parlait beaucoup, on demandait aux candidats c'est quoi votre idée de la France. Là, quand on parle de présidentielle, de campagne, on parle de mesures finalement, de programmes. Est-ce que là, ça n'a pas changé sur cette élection présidentielle en particulier? Alors justement, on a complètement changé et ça montre aussi que la société a complètement changé. Et c'est ce qui d'ailleurs, alors je vais m'expliquer, ce qui d'ailleurs détourne un peu les Français de la politique, je crois. C'est-à-dire que il n'y a pas, ce qui manque pour nous unir, c'est un grand projet. Un projet, justement, de savoir si la France, elle doit être comme ci, comme ça, ce qu'elle doit faire pour se transformer. Mais dans le débat, que tout le monde participe à la chose. Et de plus en plus, si vous voulez, on est avec des politiques qui sont dans la gestion, qui ne sont pas dans la vision. Ils sont dans la gestion, c'est-à-dire qu'ils gèrent les petits problèmes quotidiens. Ouais. Alors, ils vont faire le tour des popotes. D'ailleurs, cette année, c'était assez drôle. Ils ont fait toutes les corporations pour dire, bah voilà, pour les droits de succession, voilà, pour la chasse, voilà, pour je sais pas quoi. Les consommateurs de soda, je dis n'importe quoi, mais c'est presque ça, quoi. Et alors que le général de Gaulle, lui, c'est ce qu'on lui reprochait d'ailleurs un petit peu, c'est qu'il était beaucoup plus haut que ça. Il disait, la France, elle doit être indépendante, l'arme nucléaire, et puis l'énergie nucléaire, elle doit se doter d'une sécurité sociale. Enfin, le modèle sur lequel on vit aujourd'hui, c'est quand même un modèle très gaullien encore. C'est le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance qui l'ont inventé, qui l'ont mis en place. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il soit réformé, modernisé, parce que tout ça, ça s'use. Et on n'a pas, on l'a vu dans cette campagne, vous n'avez pas une vision de la France. Ah si, alors il y en a un qui, à mon avis, se dégage. Il y en a deux qui se dégagent, en fait, pour une vision de la France, qui sont assez opposés d'ailleurs. Oui. Et c'est Éric Zemmour d'un côté, qui a une vision de la France, on aime, on n'aime pas, mais il a quand même une idée de cette France. Il est très gaullien dans sa geste, justement. Et l'autre, et alors le petit-fils du général de Gaulle, estime que c'est le plus gaullien des présidents de la Ve République, c'est Emmanuel Macron, qui a une vision qu'il déroule assez régulièrement. Mais les autres, ils sont là à nous verser des programmes, des mesures, en veux-tu, en voilà, mais on voit pas où ça nous mène. Et c'est assez regrettable. Oui, mais où est avec un grand H, où est le grand homme dans cette campagne présidentielle? Parce que c'est peut-être ça aussi le problème d'incarnation, de se dire qu'on n'a que des seconds couteaux depuis des années. Ou la grande femme. Non, c'est pour ça que je dis avec un grand H. Avec un grand H. C'est pour ça que je dis un grand H. Cécile a raison, bien sûr. On a l'impression. Alors je vais vous dire, moi j'ai une interprétation. Je pense qu'effectivement, les meilleurs ou les plus brillants se détournent de la politique. Et maintenant, ils vont gagner de l'argent dans les grandes entreprises. Ils sont dégoûtés, les Sarko, parce que ça rapporte pas assez d'argent. Ouais. Pas uniquement, c'est parce qu'ils se disent, bon, bah... Et puis, vous savez, il y en a une grande partie qui disent, les Français, ils sont ingouvernables, qu'est-ce que je vais me faire tuer à perdre mon temps avec ça? Oui, mais c'est le chat qui se mord la queue, parce que finalement, il y a un désengagement civique, parce qu'il n'y a pas de grandes personnalités. Je pense qu'on n'a pas vécu de grands événements historiques qui nous ont soudés et qui ont forgé des caractères. La génération... peut être un de ces grands événements? Non, parce que moi, je pensais plutôt à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des hommes et des femmes politiques d'un niveau certain qui se sont manifestés d'envergure. Et aujourd'hui, finalement, on a des gestionnaires, c'est-à-dire on n'a pas de gens qui ont de grandes visions de la société. Si il y en a un que j'oublie qui est aussi, mais maintenant il est un peu, c'est François Bayrou évidemment, qui fait partie de la génération justement qui a la génération Sarkozy, Chirac, Giscard d'Estaing, qui était une génération qui avait encore une certaine idée de la France. Un Édouard Philippe pourrait avoir cette incarnation? Bon, écoutez, il faut qu'il fasse ses preuves. Bon, il a été le Premier ministre d'un président qui était quand même assez, quoi qu'on dise, autoritaire, parce qu'il est autoritaire, Emmanuel Macron. C'est ça qui est assez étonnant aussi, c'est la maturité de ce président de la République qui est arrivé très jeune. Rendez-vous compte, jamais on n'aurait imaginé que la France puisse se donner
à un président qui avait 39 ans à l'époque, hein, et qui a tenu la barre néanmoins, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu un président, à part le général de Gaulle avec la crise algérienne, qui était quand même pas rien, qui a vécu autant de crises pendant son mandat. La question qui se pose aussi sur cette campagne présidentielle, c'est, alors je rebondis sur ce que disait Cécile à l'instant, c'est est-ce que la guerre en Ukraine aurait pu ou peut-être l'occasion d'avoir justement un homme d'État, voire un homme d'État émerger dans ce contexte-là? Est-ce que c'était pas finalement l'occasion de... On peut dire, bon alors on va me traiter de parti pris, mais on va dire que j'ai un parti pris, mais le président Macron tient la barre. Là, c'est le seul qui, en Occident, parle à Vladimir Poutine, et même s'il n'obtient aucun résultat, on voit que l'Occident, justement, s'est ressoudé. L'OTAN, qui était en état de mort cérébrale, finalement, on en parle plus que jamais, est en train de se ressouder, et l'Union européenne, jusqu'à présent, affiche un visage qui est assez uni. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour juger tout ça. Je pense que c'est dans la durée. Moi, je pense qu'on est parti dans un conflit qui est très long, qui va être très long, et qui est un conflit qui est à très haut risque, très très haut risque, justement, pour l'Europe et pour l'Occident. Parce que je pense que ce conflit va durer longtemps, et c'est à ce moment-là que on va voir la solidité du clan occidental, enfin du camp occidental, savoir si ces pays s'entendent toujours entre eux, s'il y en a pas qui voudront intervenir et d'autres qui diront jamais, si monsieur Poutine, qui est un spécialiste de la provocation, nous provoque, justement, est-ce qu'on résistera à ces provocations-là? Beaucoup de choses sont posées, mais je dirais que c'est dans la deuxième partie de cette année qu'on le saura. C'est dans la durée, effectivement, et notamment pour les changements, ça sera sur le plus long terme. Ce qui peut aussi peut-être intéresser les Français à cette idée de la France, à la politique aussi, c'est le fait qu'on a peut-être une élection présidentielle plutôt ouverte, finalement, quand on regarde du côté des sondages. C'est quand même assez serré, notamment pour la deuxième place, et même pour la première, quand on voit Emmanuel Macron baisser un tout petit peu. En tout cas, on a certains qui nous disent, effectivement, à voir. Mais c'est vrai, au moins pour la deuxième place, ça peut bouger encore. Je dirais qu'il y a assez peu de suspense sur la finale, sauf pour la deuxième place. C'est vrai que là, il y a un match. Personne n'est capable de dire avec certitude qui pourra être en deuxième position. Il y en a une qui semble se détacher, c'est effectivement Marine Le Pen. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de cette jeune femme, justement, cette femme qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a vue en 2017. Et je crois que c'est assez sincère dans son évolution. On l'a vu notamment sur la présentation de son programme économique. Exactement, son programme économique, sa façon d'aborder les choses. Elle est d'une certaine façon, d'ailleurs, comme ça, probablement beaucoup plus dangereuse, en aboyant moins, si vous me permettez cette expression. Elle est plus dangereuse pour Emmanuel Macron qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Est-ce que ça veut dire que, quel que soit le président ou la présidente, il y aura du désordre dans la rue? Alors, c'est la grande question. Moi, je vais vous dire une chose. Tout le monde dit, parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas eu de débat, on risque, tout ça risque d'éclater. Gérard Larcher, le président du Sénat, pour appeler aux auditeurs de Sauf que si vous regardez l'histoire de la Ve République, vous vous apercevez d'une chose, c'est-à-dire que tous les présidents ont connu un état de grâce qui est de plus en plus court, mais au bout de 1 ou 2 ans, ça pète. Alors, cette fois, c'était les Gilets jaunes. La fois d'avant, souvenez-vous quand même, au bout de 2 ans, même pas, Hollande, il a été obligé de changer de politique parce que ça craquait de partout. Nicolas Sarkozy, il a eu la crise financière, il était obligé de changer complètement de politique. Je vous parle pas de Mitterrand qui, au bout de 2 ans, en 1983, est obligé de changer. Pareil pour Valéry Giscard d'Estaing avec la crise pétrolière. Enfin, tous. Jacques Chirac, qui a pu rien faire quasiment. Sa réforme des retraites dans la première année de son premier mandat. Ça veut dire qu'il faut maintenant, il faut de toute façon faire avec le peuple, avec ce que veulent les Français. On ne peut pas gouverner contre le peuple, de toute manière. Mais c'est évident que, si vous voulez, c'est là où on est un pays qui est extrêmement bouillonnant, éruptif. Aucun président n'a réussi à faire son programme. Aucun. Quelle personnalité, pour revenir à votre ouvrage, vous souhaiteriez faire à présent? Alors j'en ai... Vous avez des idées en tête déjà, peut-être? Oui. Patrick Crozet, que je salue. Voilà, on salue. Non, il y en a évidemment beaucoup. Alors,
je peux vous le dire, normalement je vais faire Jean-Marie Roire, qui est un écrivain que j'apprécie tout Absolument, particulièrement, et qui devrait répondre à mes questions. C'est prévu. Et puis il y en a d'autres que je vais inviter évidemment sur la chaîne parlementaire. Et j'ai un autre projet pour cette même chaîne qui devrait se faire d'ici à la fin de l'année. C'est tout un ensemble d'entretiens pareil autour de l'Afrique, autour du passé, de la mémoire africaine, parce que vous savez qu'en Afrique la mémoire est souvent une mémoire orale, souvent une mémoire orale. En Afrique, on dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc j'ai tout un projet là-dessus aussi que je voudrais conduire. Petite question, est-ce que Yves Tréhard, les Français ont perdu leurs idéaux ? Non, je crois pas. Je pense que d'ailleurs, ce sont des gens qui rêvent facilement, hein, les Français. Non, ils n'ont pas perdu leurs idéaux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi bouillonnants. C'est qu'ils voudraient vivre dans un rêve éternel. La réalité est moins belle. Et ben voilà, c'est le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.